Mathieu, historien, tu connaissais l'histoire des collants? Un petit peu. Parce qu'effectivement, il y a quand même un truc extraordinaire. Emblématique de l'obsolescence programmée. Oui, c'est extraordinaire, c'est ce mot-là qu'on connaît depuis quelques années, obsolescence programmée. Moi, quand j'ai appris ça la première fois, j'ai eu la sensation qu'on nous avait bien arnaqué. C'est-à-dire qu'en fait, on avait programmé les objets pour qu'ils soient à un moment donné, qu'on soit obligé de les remplacer. Donc ça, c'est l'industrie qui a inventé ça. Ouais, c'est même un homme. Un seul homme, et on le connaît, hein, qui a eu l'idée en premier dans les années 30, vous parliez de ce moment, aux États-Unis, donc après la crise de 29, cet immense traumatisme que portent les Américains, ils appellent ça la Grande Dépression, si vous dire un peu comment ça les a marqués. Dans les années 30, c'est Bernard London, et il met en projet l'obsolescence programmée pour en finir avec la Grande Dépression, c'est le titre de son fascicule, donc c'est marqué dessus. Et c'est pas un grand philosophe, c'est pas un grand économiste, c'est pas un grand stratège politique qui avait une espèce de plan pour le monde, c'est un agent immobilier. C'est un agent immobilier qui est triste parce qu'il n'a plus de clients, parce que les gens sont pauvres, ils ont été livrés à eux-mêmes dans la rue, et donc il se dit un truc très simple, pour qu'il y ait des clients et de la consommation de nouveau, il y a une seule solution, il faut réduire la durée de vie des produits. Comme ça, on sera obligé d'en racheter. On est obligé d'en racheter. Et comme ça, si l'économie marche, on pense à ce moment-là que tout marche, quoi. Exactement. Et de tous les produits. De tous les produits. Alors au début, ils ne pensent pas à une vision globale, et d'ailleurs, c'est pas dans les années 30 que ça va marcher, cette histoire, parce que la Seconde Guerre mondiale va occuper les esprits. Donc c'est plutôt dans les années 50. Et c'est là où Dupont de Nemours est un cas emblématique. C'est que Dupont de Nemours, donc, qui est l'industrie qui fabrique ce collant en nylon, c'est les chimistes qui trouvent le collant quasi inusable. Donc on trouve un peu le Graal, le collant inusable. Problème, on n'en achète pas assez. Donc Dupont de Nemours, dans les années 50, demande aux mêmes chimistes de trouver une formule pour que le collant se file. Et se file à la lumière du jour. Donc plus elles montent leur gambette, plus elles doivent en racheter. Donc, sérieux, à la lumière du jour? À la lumière du jour, ouais, tout à fait. Donc on a programmé finalement l'indélicatesse d'une petite rupture pour essayer d'en racheter de nouveau. C'est fou ça. C'est les hommes qui en parlent le mieux. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avec cette idée dans les années 50, il y a des métiers qui s'inventent. Le métier de la publicité. On a besoin de vous créer des besoins. Et le design naît aussi. Et le design, c'est l'art de faire du nouveau tout le temps, avec du beau. Il y a toujours des nouveaux modèles et donc toujours des nouvelles envies. Et le marketing arrive qui planifie tout ça. Ah oui, parce qu'on se souvient qu'on avait tous une télé à un moment donné en France et on nous a dit « Oulala, catastrophe! Vous avez des télés avec des coins arrondis. Ouais. » Et là, maintenant, on a trouvé la télé avec coins carrés. On gagne 1 centimètre. Hein, donc, d'un seul coup, tout le monde a changé de télé. Et après, donc on invente de nouveaux besoins. Et après, ça a été plat. Ouais. Ah oui, après, il y avait plat. Et après, la TNT. Donc, c'était plus avec les ondes, c'était avec le câble. Donc, il fallait encore changer. Donc, toujours, ça a été produit dans l'esprit d'un temps qui est le XXe siècle. Et donc, vous avez le trépied de la société de consommation, l'obsolescence programmée qui est la technique, la publicité qui donne l'envie. Il ne manquait plus que le crédit à la consommation pour vous donner les moyens d'alimenter le système. Et voilà où on en est. La boucle est bouclée. La boucle. Merci pour ce décryptage, là où on sait exactement où on en est. Mais alors du coup, la question c'est, une fois qu'on commence à comprendre qu'il y a un petit souci quand même, que les objets sont fabriqués, que finalement c'est un truc sans fin, il y a des prises de conscience. Est-ce que la législation nous aide un petit peu? Exactement. On commence quand même à s'apercevoir que le système ne peut pas continuer comme ça. C'était peut-être une bonne idée dans les années 30 avec 100 à 200 millions d'Occidentaux qui pouvaient en profiter avec toutes les ressources du monde. Mais là, 7 milliards, quand il faut partager avec une raréfaction des ressources, c'est juste plus possible ce système. Et ça se voit. On voit que ça se réduit et on voit des monceaux de déchets dont on ne sait pas quoi faire. Mais moi, je trouve que le problème le plus grave dans cette aventure, c'est un problème social. Et moi, je me rappelle d'une phrase que ma grand-mère me contait quand j'étais petit, que je n'avais pas compris, que j'ai compris après. C'est une personne très gentille qui vivait modestement. Elle disait, quand on n'a pas beaucoup, on ne peut pas se payer le luxe d'acheter bon marché. Je ne l'ai pas comprise, mais là, à force de changer tous les 18 mois mon portable qui vaut super cher, là, je commence à le comprendre. Quoi. Donc, on est dans ce moment-là ce que tu as compris de la partie. Donc moi, ce que j'ai compris, c'est que ça touche particulièrement ceux qui n'ont pas un grand pouvoir d'achat de l'obsolescence programmée, parce qu'ils achètent des produits qui tombent en panne, ils rachètent des produits qui tombent en panne, ils rachètent des produits qui tombent en panne, et c'est le cercle vicieux de ce système qui s'alimente vis-à-vis de ceux qui ont le moins de moyens. Donc il faut acheter de la qualité. Il faut acheter quelque chose qui dure. Et c'est ça la grande tendance. C'est pour ça qu'on redécouvre les Repair Café. Encore une fois, nos grands-parents le faisaient naturellement. Ils s'échangeaient des techniques pour essayer de réparer les choses. Oui, c'est ça. Nos grands-parents étaient à la mode. Mais ils étaient très tendance. Et on redécouvre finalement un brin d'essentiel dans cette aventure. Et est-ce que la législation nous protège un petit peu? Parce qu'évidemment, l'industrie avait carte blanche. Elle nous protège. L'obsolescence programmée actuellement en France, pour la transition énergétique, c'est illégal. Donc c'est punissable de justice, de grosses amendes. On commence à mettre la loi avec nous dans cette aventure, mais surtout on développe une autre économie, qui ne serait pas une économie du déchet, mais une économie circulaire, qui prendrait comme exemple la nature. Et dans la nature, il y a quelque chose qui est exceptionnel, c'est que les déchets des uns sont les ressources des autres.
Tout le monde est d'accord pour lutter contre l'obsolescence programmée, pour relocaliser l'emploi, pour relocaliser la ressource et pour partager ensemble des choses dont on n'a pas nécessairement autant besoin que ça, de autant le partager à plusieurs. Alors, quand tu dis tout le monde, je veux savoir si Laurent était d'accord. Oui, et ben, je suis entièrement d'accord avec tout le monde. Comme Parce que je me suis dit, ça se trouve, c'est un industriel, il fabrique des machines à laver. Non. Et justement, l'obsolescence programmée va tomber en désuétude parce que désormais, on va pouvoir imprimer les pièces de Grâce aux imprimantes 3D. C'est-à-dire que non seulement vous n'aurez même plus besoin de vous déplacer chez le marchand, mais c'est le marchand qui va venir chez vous pour fixer la petite pièce manquante, le petit bitonio dont vous parliez tout à l'heure. C'est vous-même qui allez fixer grâce au Reader Café et on va vous apprendre à le faire. Exactement. Tant mieux.